Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission de santé. En prélude de la journée mondiale de la drépanocytose et du sang, nous recevons des spécialistes pour nous relater des activités prévues à cet effet, sauf que 2020 est différente des autres années précédentes. Car cela n'empêche, nous continuerons à sensibiliser et à célébrer toutes les journées mondiales ici dans cette émission. Avec les acteurs concernés, nous avons comme invité Dr Yves Nyakwe Abba, directeur général du CNTS, Centre national de transfusion sanguine, et Dr Mamadi Diakité, chef de service d'hématologie à l'hôpital Yazine, sont donc nos invités respectifs. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'impact du Covid-19, de points, drépanocytose, don du sang. Et nous avons quelques questions pour nos invités respectifs, cher public, et nous revenons à vous juste après. Vous pouvez donc nous appeler au 620 58 90 73 en attendant. Nous avons nos invités avec qui nous allons poser quelques questions avant de vous libérer l'antenne. Bonsoir, docteur Abba. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur Diakité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le mois de juin est un mois vraiment corsé pour vous, vos donneurs du centre de CNTS et d'hématologie de Yazine. Alors, vous célébrez consécutivement la journée. Aujourd'hui même, c'est la journée du don de sang. Oui. Alors, comme je le disais, depuis le mois de janvier 2019 est différente des années précédentes. Aucune journée, d'ailleurs, n'a été célébrée partout dans le monde entier, notamment la Guinée. Et donc, à cause du coronavirus, ce précieux sang est donc en baisse littéralement et les banques de sang sont presque vides. Docteur, comment cette journée d'aujourd'hui a été célébrée dans votre centre? Merci madame pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous adresser aux téléspectateurs de la télévision nationale sur une question aussi importante que le don de sang. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui a été choisie par la communauté internationale pour mettre à profit les possibilités de mobilisation de la population pour le don de sang. C'est aussi une journée où les autorités sanitaires nationales et internationales mettent toute leur énergie en branle pour donc remercier toutes les personnes qui acceptent volontairement de contribuer de façon unanime et de façon très désintéressée à sauver des vies à travers les dons de sang qu'ils font dans les structures de transfusion sanguine. L'ambiance est quand même morose cette année, comme c'est interdit les attroupements en moins d'un certain nombre de personnes. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? C'est vrai que nous sommes en situation de pandémie et donc d'urgence sanitaire. Donc on ne pouvait pas, eu égard à l'existence de la Covid-19, célébrer la journée mondiale du donneur de sang comme d'habitude. Oui. Mais nous avons quand même mis à profit cette journée pour mobiliser davantage de personnes pour venir au Centre national de transfusion sanguine, contribuer à l'essor de ce que nous faisons, donc à la possibilité de mettre à profit cette journée pour donc rendre disponible le sang dans nos structures de soins. Est-ce que vous... Allez-y. Et puisqu'on ne peut pas faire de regroupement
on ne peut pas célébrer la journée comme d'ordinaire. Il fallait une déclaration, il fallait des réjouissances, il fallait des cérémonies officielles où les autorités supérieures pourraient vraiment faire des discours pour remercier les personnes qui acceptent quotidiennement de donner leur sang. Mais nous avons pu, à travers nos structures d'appui que sont la Croix-Rouge, que sont certaines ONG comme l'Association nationale des donneurs de sang de Guinée et d'autres associations qui nous appuient pour la mobilisation de la population guinéenne, nous avons mis donc à profit cette journée pour mettre ses partenaires à contribution afin qu'on puisse, puisque depuis le déclenchement de l'épidémie, il faut savoir que les stocks de sang ont vraiment diminué dans nos structures. Donc pour que ces associations puissent faire venir des donneurs de sang et qu'on collecte suffisamment du sang pour le bénéfice des structures de soins. Alors, vous avez des donneurs potentiels, vous avez cité quelques-uns tout à l'heure. Alors, quelle stratégie vous avez mis en place pour les autres donneurs individuels pour les mobiliser afin de donner du sang et de sauver des vies? Il faut savoir que d'ordinaire, pour mobiliser la population afin qu'on puisse collecter du sang, nous partions dans les écoles de façon privilégiée. Mais avec l'état d'urgence et l'introduction donc des regroupements, les écoles fermées, les garnisons fermées, on n'avait plus la possibilité d'aller vers les structures habituelles pour collecter du sang. Donc la stratégie que nous avons envisagée, c'était donc au regard du respect des barrières sanitaires qui ont été mises en place, passer par les structures qui nous appuient, la Croix-Rouge, l'Association nationale des donneurs de sang de Guinée, la Jeune Chambre internationale de Guinée, mais aussi d'autres ONG qui sont vraiment actives sur le terrain pour pouvoir s'adresser directement à leurs donneurs. Et de l'autre côté, puisque nous avons aussi les fichiers individuels de chaque donneur, nous mettions à profit l'exploitation de ce fichier-là pour nous adresser individuellement à chaque donneur pour lui dire que le besoin en sang est là malgré l'existence de la COVID-19. Il y a nécessité donc de se mobiliser pour pouvoir satisfaire ceux qui sont dans le besoin de sang. Il s'agit généralement de femmes enceintes qui, du fait des complications de leur grossesse ou de l'accouchement, mais aussi d'enfants qui, du fait des complications du paludisme grave, de la malnutrition, ont besoin souvent d'être transfusés, mais également de certaines catégories de patients qui ont des pathologies liées, par exemple, à l'hématologie, telles que les drépanocytaires. Je sais que vous allez en parler tout à l'heure. Justement, il est un de nos invités, docteur Diakité, docteur voilà. Mais également les interventions urgentes. Il y a donc des patients qui ne doivent la vie qu'aux transfusions régulières qu'ils prennent. Donc, COVID-19, d'accord, mais ces patients ont besoin des transfusions sanguines pour continuer à vivre avec nous. Donc, parallèlement aux mesures qui ont été édictées, il faut continuer aussi de rendre disponibles les produits sanguins dans nos structures de soins. D'accord. Le 19 juin est consacré à chaque année, est consacré à célébrer la journée mondiale de la drépanocytose. Docteur Diakité, cette année, quelles sont les activités restreintes, il faut le dire comme ça, prévues dans votre service, votre structure? Merci, Madame Sissoko. Merci de nous avoir invités sur cet plateau pour parler de la drépanocytose et en prélude de cette journée qui est célébrée depuis déjà 2008, où l'Union africaine, l'OMS, a décidé de prendre la drépanocytose comme étant une priorité de santé publique et qui vient directement en 4e position après les pathologies comme
le VIH, le cancer et le paludisme. Et chaque année, les gens essaient de s'organiser en leur manière pour faire des activités, parce que dès que ça a été décidé, il y a 3 piliers d'activités qui ont été propulsés. Il s'agit de la sensibilisation, la prévention et le dépistage précoce. Donc nous, avec notre contexte d'activité, nous avons privilégié surtout la sensibilisation et la prévention. Mais le dépistage aussi fait partie de nos prévisions, mais le dépistage précoce qui a été prévu, cela veut dire qu'il faut le faire très tôt, après la naissance. On n'est pas arrivé à ça d'abord. Il faut plus d'informations d'abord dans la communauté, que les gens sachent que la pathologie existe. Et ceux qui sont déjà en même d'être sensés par rapport à la pathologie aient le réflexe de se faire ce dépistage-là, et on peut arriver par la suite à la prévention. Donc nos activités qui étaient prévues, c'était un peu dans ce sens. Mais avec la situation actuelle, ce ne serait que des activités restreintes. Ça, c'est à Conakry seulement. Est-ce que l'intérieur est prévu dans ce programme? Par rapport à ce qui avait été prévu, on avait prévu de faire la sensibilisation, que ce soit à Conakry à l'intérieur du pays. Il y aurait des formations aussi des prestataires à Conakry et ceux qui allaient venir de l'intérieur, mais on ne pourra pas essayer de mettre tout ça en œuvre. Mais on va essayer avec les moyens de bord. Vous, déjà, vous avez lancé le bal. Voilà, on va essayer de se prémunir de ces moyens de bord-là pour passer le maximum de messages. Est-ce qu'il y a un thème qui a été retenu? Oui, on était parti pour cette année. Nous, les activités qu'on avait prévues, c'était connaître mon statut. Connaître son statut. D'accord. Docteur Abba, on ne vous a même pas demandé, c'était aujourd'hui la journée, le thème qui a été retenu aussi également pour cette année, même si il n'y a pas d'engouement, mais il y a quand même une journée internationale équivalente à une autre. C'est vrai, chaque année, il y a l'OMS qui choisit un thème avec un slogan. Et cette année, le thème qui a été choisi, c'est du sang sécurisé pour sauver des vies. Le slogan qui l'accompagne, c'est donner son sang pour sauver des vies dans le monde. Alors, on a ajouté cette fois-ci sang sécurisé. Qu'est-ce que cela suppose? Le sang, sous-entend plutôt. Oui, le sang qu'on donne dans le cadre de la transfusion sanguine devrait exclusivement être prélevé sur des donneurs volontaires. C'est des personnes en bonne santé qui se déclarent donc responsables que le sang qu'ils donnent, ce n'est pas du sang susceptible d'apporter des problèmes de santé à ceux-là qui doivent recevoir ce sang, mais c'est aussi du sang ou des produits sanguins qui font l'objet de tous les dépistages des infections qui sont transmissibles par le sang. Et il faut savoir que c'est pas dans tous les pays qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire tous les dépistages liés au VIH, à l'hépatite B, à la syphilis, à l'hépatite C. Il y a des pays où malheureusement les moyens font encore défaut, et à travers ce thème donc, l'OMS voulait rappeler au pays la nécessité que la sensibilisation auprès de la population puisse amener les volontaires à être nombreux pour couvrir les besoins de chaque pays en matière de produits sanguins, mais aussi que le sang qui serait prélevé auprès de ces donneurs de sang puisse faire l'objet de tous les éléments de qualification biologique possible, et qu'on ne continue plus à faire de la transfusion de sang total, mais plutôt de produits sanguins dont chaque patient a besoin selon son statut. Le sang sécurisé. Est-ce que la Guinée fait partie de ces pays où les moyens manquent? Très rapidement, on va donner la parole à Dr Diakité. Oui, je vais dire qu'en Guinée, on a le maximum aujourd'hui, puisque de Boké à Youmou, tout comme de Conakry à Sigiri, le sang qui est transfusé aujourd'hui fait l'objet du dépistage des 4 infections prioritaires qui sont transmissibles par le sang et dont le dépistage est rendu obligatoire par l'OMS. D'accord. C'est déjà une avancée. Deuxième élément qui fait également l'avantage de notre pays, tous les intrants qui sont nécessaires pour la transfusion sanguine aujourd'hui sont disponibles au Centre national de transfusion sanguine et en quantité suffisante. Cependant,
ça ne suffit pas pour disposer du sang totalement sécurisé. Disposer du sang totalement sécurisé, je le disais tout à l'heure, ça veut dire que le sang qui est prélevé provient exclusivement de donneurs volontaires. Il se trouve cependant, compte tenu des difficultés que les services de transfusion sanguine traversent dans notre pays, que la majorité des prélèvements que nous faisons proviennent plutôt des familles. Donc on ne peut pas dire que le sang est complètement sécurisé, répond complètement à la définition de l'OMS, mais nous avons les éléments de base pour sécuriser, pour sécuriser chaque individu qui prend de la transfusion sanguine. Excusez-moi. Très bien. Connaître son statut est le thème retenu pour cette année. Il faut quand même rappeler que la drépanocytose, maladie héréditaire du sang, provoquant l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie d'hémoglobine. Docteur Diakité, comment cette maladie se transmet de père à l'enfant, de mère à l'enfant? Merci. La drépanocytose, il faut savoir tout d'abord que c'est une maladie héréditaire. Et qui parle de maladie héréditaire parle d'une transmission des parents ou descendants. Et pour que la maladie se retrouve chez un enfant, il faut que l'un des parents soit porteur du gène de la drépanocytose. Et elle devient beaucoup plus sévère si les deux parents sont porteurs. Parce que si les deux parents sont porteurs et que chacun transmet un gène à l'enfant, il peut développer la forme la plus sévère. Donc, si on a un parent qui est porteur et que l'autre parent ne l'est pas, ils ont la possibilité de faire des enfants qui ont aussi le trait drépanocytaire. Parce que si c'est un seul gène qui a été transmis, on parle de trait drépanocytaire. Et là, il ne fera pas la forme sévère. Il peut transmettre aussi. Comment? Il peut transmettre aussi à ses enfants ce trait-là, mais il ne fera pas la forme sévère. Mais si ça provient maintenant des deux parents, cela veut dire qu'il y a le maximum de gènes pour que l'enfant développe une forme sévère. Et la sévérité de la pathologie est en rapport avec les manifestations cliniques qu'il va développer et aussi les complications qui peuvent survenir. Alors, les symptômes de cette maladie, c'est identique chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes, c'est pareil, les symptômes? Bon, la manifestation clinique de la drépanocytose dépend du sujet et du contexte. Mais avant de parler de ces symptômes, il faut savoir comment ces symptômes-là apparaissent. On parle là de sa physiopathologie. Normalement, le globule rouge qui est concerné par cette pathologie a un rôle majeur parce que c'est celui-là qui transporte l'oxygène frais qu'on respire. Il va le distribuer à tous les tissus. Après leur utilisation, c'est ce globule rouge-là aussi qui débarrasse l'organisme des déchets formés sous forme de gaz carbonique. Mais ça se fait à travers une protéine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. Et la pathologie drépanocytaire porte sur cette hémoglobine-là. Et au cours de certaines situations, on les appelle les facteurs favorisants, on a un mécanisme qui se met en place et qui favorise, parce que c'est les molécules de monomères, mais ça peut se mettre en chaîne, on appelle les polymères, et ces polymères-là entraînent une structure rigide du globule rouge. Parce que le globule rouge, à l'état normal, est arrondi, avec une taille d'environ 8 microns. Mais comme dans la circulation, les vaisseaux n'ont pas le même calibre, dans les gros vaisseaux, ça passe facilement. Et dans les petits vaisseaux, il peut diminuer sa taille jusqu'à 2 microns pour pouvoir s'adapter au calibre des petits vaisseaux. Mais au cours de la drépanocytose, il se trouve que la polymérisation de l'hémoglobine qui se fait au sein du globule rouge ne lui permet pas de se plier à cette exigence-là. Donc, dans les gros vaisseaux, la circulation va se passer normalement, mais dans les petits vaisseaux, il viendra bloquer. Et quand il vient bloquer, toutes les parties derrière ne reçoivent ni l'oxygène ni les nutriments et vont se manifester par des phénomènes douloureux. C'est ce qui fait que le drépanocytaire va toujours développer des crises de douleur. Mais l'autre élément aussi qui va se mettre, quand un globule rouge anormal vient bloquer la circulation sanguine, il y a un mécanisme dans l'organisme qui va se déclencher, qui va venir détruire ces globules rouges pour libérer la circulation sanguine. Donc cette destruction des globules rouges, alors que sa durée de vie n'est pas expirée, parce que tous les globules rouges sont voués à une durée de vie, dès que cette durée arrive, il est détruit et automatiquement remplacé. La durée de vie de ces globules-là, c'est... Environ 120 jours.
Ah, il l'a dit tout à l'heure. Voilà, 120 jours. Justement, ces deux services-là collaborent étroitement. Oui. Et c'est pourquoi, et puis les journées se suivent là. Oui. Aujourd'hui, c'est le 14 et puis le 19, c'est la journée de la drépanocytose. Alors, à part cette forme, alors continuez avant de vous demander cette forme initiale. Dès que le phénomène se présente comme ça, donc on a vu d'un côté circulation bloquée, derrière les phénomènes d'ischémie de nécrose qui entraînent la douleur, et la destruction des globules rouges entraîne l'hémolyse. Donc le patient, l'hémolyse, c'est la destruction d'un globule rouge. Donc le patient sera retrouvé soit dans un contexte d'anémie hémolytique en rapport avec la destruction de ces globules rouges, ou bien il sera retrouvé dans un contexte de douleur en rapport avec le blocus sur la circulation sanguine et le phénomène de nécrose, d'ischémie et de douleur derrière. Mais ces choses, comme je le disais, ça dépend du sujet aussi. Et ça évolue en fonction de l'installation des microcirculations. Quand on prend la symptomatologie, ça dépend de la forme. Les formes les plus sévères, le patient va commencer à présenter les signes dès l'âge de 3 mois, 3 à 6 mois à peu près. Mais pour les formes les moins sévères, ça peut attendre 6 mois, 12 mois. Mais pour ceux qui vont présenter... Pour les enfants, quand c'est... lorsque l'enfant développe les cas sévères avec des douleurs, comment est-ce qu'il faut pour soulager un nourrisson par exemple? Bon, peut-être pour la prise en charge, on va en parler, mais les manifestations cliniques, les microcirculations pour le tout petit enfant, c'est au niveau des extrémités des membres. C'est pourquoi l'enfant, des articulations, de 3 mois jusqu'à 2 ans, la manifestation va être prédominante au niveau de ces extrémités-là. On va le voir avec des enfants qui pleurent, qui développent une tuméfaction au niveau des mains, une tuméfaction au niveau des pieds. On parlera d'un syndrome pied-main. Et là, c'est la manifestation principale chez le nourrisson. Mais quand l'enfant va commencer à grandir entre 2 et 5 ans, les micro-articulations abdominales commencent à se mettre en place pour irriguer les mises en terre. Donc, c'est les douleurs abdominales. C'est un enfant qui est en train de jouer avec ses collègues et brutalement, il vient se plaindre auprès de maman. Ah, maman, j'ai mal au ventre. C'est des signes parfois pour des mères qui sont prévenues. Ils peuvent prendre ça en alerte et essayer de consulter un médecin. Mais après 5 ans jusqu'à l'adolescence, là, la douleur, elle est diffuse. Et presque tous les os sont concernés en ces moments-là. Et jusqu'à chez l'adulte, là, on a la douleur, mais aussi ça peut être associé à la complication qui est survenue, parce que plus on avance en âge, plus on est exposé à faire les complications. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter, la symptomatologie n'est pas liée seulement qu'à la drépanocytose. Ça peut être lié au facteur déclenchant de la drépanocytose. Par exemple, si c'est le paludisme qui a déclenché la drépanocytose, tu vas voir cet enfant avec les signes en rapport avec la drépanocytose, mais aussi les signes en rapport avec son paludisme. Si c'est une autre pathologie, si c'est une autre complication, les signes en rapport avec cette complication aussi sont associés. Est-ce que ici, dans ce cas de figure, on peut avoir les différentes formes de drépanocytose, drépano? Bon, classiquement, on parle de 5 formes. D'accord. Classiquement, on parle de 5 formes. Il y a une forme hétérozygote. Cette forme hétérozygote, on l'appelle AS. Et là, on a un taux d'hémoglobine anormal S qui est faible. On a un taux d'hémoglobine normal A qui est élevé. Mais nous avons aussi la forme SSFA2, on le dit comme ça, c'est la forme SS classique, qui est l'une des formes majeures ou les plus sévères de la pathologie. Mais en dehors de ça, nous avons des formes composites où la drépanocytose est associée à une autre anomalie de l'hémoglobine. Dans la drépanocytose, on parle d'anomalie de l'hémoglobine S, mais dans l'autre anomalie de l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine C. Les deux peuvent être associés pour provoquer aussi une anomalie de l'hémoglobine et on peut retrouver les mêmes symptomatologies. Mais il y a d'autres formes qui sont associées à une autre forme aussi, comme les formes thalassémiques. Donc dans ce cas, nous avons une production d'hémoglobine anormale S qui sont associées à une production partielle de l'hémoglobine F, dont les deux associés peuvent faire aussi une manifestation, bien un type de la drépanocytose. Même ça, en fonction du pourcentage, nous avons 2 formes. Il y a une qui est plus sévère que l'autre, dans les formes thalasso-drépanocytaires. Très bien. C'est une explication trop scientifique. Pour nous, tout à fait. Pour nous, c'est un peu... mais quand même, l'explication, elle est simple. Mais les termes techniques sont là.
Docteur Lama, on revient Abba. à vous. Docteur Abba, docteur Oui. Yves, on revient à vous. La journée, c'était prévu au 14, il n'y avait pas assez d'engouement. Est-ce que la même journée a été célébrée de la même façon, morose, à l'intérieur, dans vos différents relais à l'intérieur? On ne va pas dire que la journée était morose. On l'a célébrée de façon adaptée à la situation actuelle. D'accord. C'est-à-dire, état d'urgence sanitaire, on ne peut pas faire de regroupement, on ne peut pas mobiliser les officiels pour venir célébrer la journée avec nous, mais l'essentiel, c'est de profiter de cette journée pour remercier surtout les donneurs habituels de sang et sensibiliser les autres qui ne le font pas encore à devenir donneurs de sang. Nous avons ici à Conakry. Ici à Conakry. Donc, à l'intérieur du pays, il faut reconnaître une chose. C'est qu'en dehors au regard de la configuration actuelle du système de santé, nous devrions avoir des centres régionaux de transfusion sanguine à l'intérieur du pays, dont le rôle devrait être collecté, analysé, préparé, distribué dans les structures de soins relevant de chaque région. Aujourd'hui, cette condition n'est pas réunie, donc chaque hôpital est responsable de l'ensemble des prélèvements, des analyses et préparation des produits sanguins qu'il utilise sur ses patients. Ça risque, comme on le dit tout à l'heure, le thème retenu, le sang sécurisé, est-ce que ça va être le sang sécurisé que ces structures... À partir du moment où on ne prélève pas de façon exclusive le sang chez le donneur volontaire et régulier, la définition exacte du sang sécurisé n'est plus là. Mais à partir du moment où tout le sang qui est prélevé dans le pays s'est analysé conformément à nos recommandations par rapport aux infections qui sont transmissibles par la transfusion sanguine, le minimum de sécurité est là. Donc, troisième élément, à partir du moment où à l'intérieur du pays, c'est du sang total qu'on continue d'utiliser, il y a un gaspillage de ressources, donc le sang sécurisé non plus n'est pas là. Donc, au regard de ce que le Centre national de transfusion sanguine a fait aujourd'hui, nous avions recommandé que chaque unité hospitalière de transfusion sanguine, puisque les structures de l'intérieur dépendent des hôpitaux qui les abritent, nous avions recommandé que ces structures également puissent mobiliser leurs donneurs habituels afin qu'ils puissent profiter de cette journée pour les remercier, mais aussi les amener à collecter du sang pour reconstituer les stocks qui se sont progressivement épuisés depuis qu'on a fait l'annonce de la pandémie, de l'existence de la pandémie dans notre pays. Docteur Abba, qu'est-ce que vous appelez ici don en faveur et don de remplacement? Qu'est-ce que c'est? Le don de remplacement suppose quoi? Que la structure de transfusion sanguine dispose du sang qui a déjà été analysé, préparé et conservé dans la structure. Lorsque les besoins sont exprimés par les structures de soins, les patients ou leurs parents donc se présentent dans les structures de transfusion sanguine avec une demande. Contre cette demande, on va demander à la famille de fournir des donneurs de sang. Ce n'est pas le sang qu'on va prélever sur ces donneurs qui va être servi pour leurs patients, mais du sang plutôt issu du stock qui est déjà préparé et analysé et disponible dans le stock. Donc, on remplace de façon quantitative
les postes de sang qui sont prédisposés dans la structure et contre du sang qu'on va continuer à analyser et préparer pour ensuite recycler dans nos stocks. C'est le sang, la poche de sang demandée, ça va être une poche contre combien de poches fournies par la famille? Actuellement, puisque quand on dit remplacer les poches, le sang qu'on prélève, on va faire des analyses préliminaires, mais ces analyses préliminaires peuvent s'avérer non fructueuses. C'est pourquoi donc, contre une poche sécurisée déjà qui sort, on demande deux poches de sang qui entrent. Et si les 2 poches-là ne sont pas de bon sang on les élimine simplement. D'accord. Ouais. Ok. Si les 2 poches ne sont pas éligibles, nous les éliminons. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas toutes les familles qui peuvent mobiliser des donneurs. Il y en a qui peuvent faire la mobilisation pour un donneur. Il y en a aussi qui ne peuvent pas du tout. Qui ne peuvent pas parce que simplement, au sein de la famille, personne n'est éligible pour donner son sang. Face à de telles situations, il faut nécessairement trouver du sang. Il y a d'autres cas aussi, c'est une urgence parce que la femme est venue pour accoucher, c'est une vieille qui l'a accompagnée, elle a beaucoup saigné et le médecin trouve nécessaire de placer 1 ou 2 poches. On ne peut pas attendre pour dire amener les donneurs, nous sommes dans l'obligation de fournir le sang nécessaire pour cette femme-là. D'accord. Il y a d'autres cas où c'est les grands-mères qui accompagnent leur petit-fils ou leur petite-fille à l'hôpital. On exprime un besoin de transfusion sanguine. Le centre est dans l'obligation de fournir ce sang. Et avec l'amélioration du niveau de notre stock, on avait commencé à délivrer des attestations, des certificats de prise en charge pour les patients qui prennent le sang à répétition, les drépanocytaires, les hémodialysés, de tous les patients des services d'hématologie par exemple, et aussi les femmes qui étaient victimes de saignements suite aux complications de leur accouchement ou de leur grossesse. Docteur Diakité, on a parlé des symptômes chez les différents cas, enfants, adolescents, parents. Quel diagnostic approprié pour ces différents types de symptômes, s'il y en a, quoi? Bon, le diagnostic d'une pathologie, même pas seulement qui est de la drépanocytose, on prend en compte d'abord les manifestations cliniques que le patient va présenter, que nous avons décrites tout à l'heure. Mais après, il faut savoir qu'il y a des moyens biologiques aussi qu'on fait pour la confirmation. Il y a des examens d'orientation et le premier d'abord, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, lui, c'est un examen qui permet de donner de façon quantitative et qualitative les éléments figurés du sang. Et ces éléments figurés, c'est les globules blancs, les globules rouges qui nous intéressent dans le cas de la drépanocytose et les plaquettes. Donc, en fonction de l'hémogramme et du type de la drépanocytose, nous avons certaines anomalies. Parce que la sévérité de l'anémie qu'on va retrouver va être en rapport avec le type de drépanocytose. Mais au-delà de ça, nous avons aussi d'autres examens. Nous avons les examens de falsiformation, c'est-à-dire, même si le globule rouge présente un aspect apparemment normal, dès qu'il est devant certaines situations, ça peut présenter la forme anormale par la falsiformation. Falsiformation, l'aspect classique d'un globule rouge de drépanocytaire, c'est un globule rouge, au lieu d'être arrondi, demi-cercle. En demi-cercle. On appelle sous forme de fossile, dans le terme falsiformation. Donc, quand il présente cette forme falsiformée-là, c'est ce qui empêche la bonne circulation. Donc, nous avons des tests dans ce cadre, et le plus accessible chez nous, c'est le test d'Emel. Le test d'Emel, il s'agit de mettre une goutte de sang du patient, le mélanger avec du méthabisulfite, c'est un composé, pour essayer de créer cette falsiformation-là. Et après, on fait une lecture au microscope pour s'assurer qu'il y a des globules rouges déformés. Mais au-delà de ça, il y a un examen qui est encore plus spécifique, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine, lui, il permet de donner le profil réel du patient. Est-ce qu'il est AS? Est-ce qu'il est SSFA2? Est-ce qu'il est SFA2, SAFA2 ou SC? Avec les différentes
proportions, les différents pourcentages. D'accord. Donc, est-ce que vous avez, vous faites cette radio ou cette analyse dans votre service électrophorèse? Au service d'hématologie, c'est un service clinique. D'accord. C'est un service clinique. On voit les patients et on oriente les examens biologiques dans les laboratoires. Mais il faut savoir que ces deux-là se font en Guinée. Il y a un autre test qui est en expérimentation qui a été découvert par un laboratoire américain. On l'appelle le Cycle Scan, qui est actuellement expérimenté dans 3 pays africains, dont le Mali, le Togo et le Congo. Et ça aussi, c'est un test qui, s'il est validé et accessible à tous les pays, ça va faciliter beaucoup les choses, parce que lui, c'est sous forme d'un test rapide. Un test rapide, donc quand tu as le patient avec une petite goutte de sang, ça nous permet de donner son profil. Si cela parvient à rentrer aussi dans les moyens diagnostiques, ça va faciliter beaucoup les choses. Alors c'est donc l'occasion pour faire passer le message pour que rapidement que nous soyons sur la Guinée soit sur la liste, hein, pour que cette analyse biomédicale soit disponible chez nous. On va parler un peu de la prise en charge, c'est le point nodal du traitement, de la maladie plutôt. Alors la prise en charge, docteur Diakité, ça se passe comment chez vous avant de revenir à docteur Abba? Il faut savoir que la prise en charge de la drépanocytose est pluridisciplinaire. Quand on dit pluridisciplinaire, cela veut dire qu'il y a plusieurs spécialités qui peuvent entrer dans cette prise en charge. Ce n'est pas seulement que du ressort de l'hématologue. L'hématologue peut intervenir. Ça commence, je vous ai dit tout à l'heure que les signes commencent dans l'enfance. Le pédiatre est au premier plan de cette chaîne. Mais il y a des complications qui peuvent être cardiaques, qui peuvent être respiratoires, qui peuvent être neurologiques. Donc toutes ces spécialités-là sont impliquées dans la prise en charge. Mais au-delà de ça, c'est une pathologie chronique et ces patients ont besoin d'un accompagnement psychologique. Donc les psychologues aussi ont leur place dans la prise en charge des drépanocytaires. Est-ce que tous ces éléments sont revenus dans le service? Bon, peut-être l'apport psychologique, nous le faisons nous-mêmes. Mais ça, ouais, parce qu'il faut arriver à un certain niveau, il faut savoir comprendre ton patient. Si tu ne comprends pas ton patient pour essayer de l'accompagner sur cet aspect-là, même si tu lui donnes des médicaments, ça ne va pas servir. Mais il y a un autre maillon qui est impliqué encore, c'est le centre de transfusion. Parce que voilà. Comment vous collaborez, docteur Diakité, docteur Abba? À quel moment vous avez besoin du sang, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a toujours suffisamment de sang dans le stock au centre? En tout cas, je venais de vous dire que pour faciliter l'acquisition du sang aux patients qui reçoivent régulièrement du sang, qui ont besoin d'être transfusés de façon chronique. Oui, vous avez cité les drépanocytaires. Voilà, il y a les drépanocytaires. Et donc, pour cette catégorie de patients, nous avons commencé depuis 2015 déjà. Ils sont privilégiés, quoi. Voilà, à délivrer des certificats de prise en charge pour ne pas qu'ils soient dans l'obligation de fournir des donneurs de sang, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour la mobilisation des donneurs de sang. Donc, c'est des patients qui, pour nous, sont importants, nécessitent vraiment d'être appuyés et l'acquisition du sang chez nous est facilitée pour eux. Docteur Diakité, oui. À quel moment vous avez besoin du sang chez le docteur Abba? Voilà, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la prise en charge, quand le patient vient, on essaie de préciser le type de crise qu'il développe. Parce que ça peut être une crise vaso-occlusive, donc qui se résume à un phénomène douloureux dont il faut préciser le siège, mais ça peut être aussi une crise hémolytique. Cela veut dire qu'il est venu dans un contexte d'anémie sévère. Mais parfois, il y en a qui viennent dans les deux associés. On parlera de crises mixtes qui associent une crise hémolytique et une crise vaso-occlusive. Donc, dans ce cas, on essaie d'abord de juger de l'opportunité de transfusion. L'OMS a mis les critères pour transfuser. Il s'agit de voir est-ce que le taux d'hémoglobine est inférieur à 6 grammes, ou bien on se base sur le taux d'hémoglobine de base du patient. Parce que tous les patients drépanocytaires ont un taux d'hémoglobine de base. C'est-à-dire, ils ont un taux d'hémoglobine, même si ce n'est pas normal, ils se sentent équilibrés à ce niveau. Si de façon brutale, on trouve que ce patient a eu un décalage de 2 unités et de façon brutale, cela va nécessiter de faire une transfusion. Mais au-delà de ça, on tient toujours compte aussi des signes de décompensation.
Parce que l'anémie peut être là, le taux d'hémoglobine peut être là, mais sur le plan cardiaque, sur le plan neurologique, sur le plan respiratoire, le patient continue à supporter son anémie. Alors que la transfusion, autant qu'on peut retarder, il faut retarder. Et autant qu'on peut éviter, il faut l'éviter. Donc on essaie de juger le cas par cas. S'il y a l'opportunité de transfusion, on passe tout de suite à la transfusion. Et s'il n'y en a pas, on passe aux traitements médicaux et suivre le patient dans ce contexte. Mais en ce qui concerne la crise douloureuse maintenant, il faut savoir qu'on le fait dès l'arrivée du patient. Il y a une échelle qu'on établit, on l'appelle EVA, échelle visuelle analogique. Alors il peut y avoir deux prises en charge. Prise en charge parce que la personne a besoin de sang, prise en charge parce qu'il y a des crises douloureuses. Il y a des crises de douleur. D'accord. Et parfois, c'est les deux associés. Okay. Voilà. Donc, en fonction de son EVA, échelle visuelle analogique, c'est ce qui permet de stadifier sa douleur dès son arrivée. Donc, ça nous permet de mettre un protocole. Parce que ça va toujours donner un chiffre. Et en fonction de ces chiffres, on saura quel est le palier d'antalgie qu'il faut donner. Et comment évaluer en fonction du traitement donné. Est-ce que cette maladie peut être traitée définitivement, la drépanocytose, chez nous, ou bien ça se fait ailleurs, ou bien ce n'est même pas possible? La drépanocytose, c'est une maladie chronique et qu'on doit suivre à vie. À vie. À vie. Il y a un traitement qu'on peut envisager, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais la greffe de moelle osseuse, c'est un traitement qui est très lourd. Parce que c'est une maladie génétique. Pour guérir une maladie génétique, il faut traiter dans le matériel génétique. Et cette thérapie, cette greffe permet de gérer cet aspect-là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de traitement curateur pour le moment. Mais c'est possible avec greffe de moelle? Oui, avec la greffe de moelle pour les patients qui ont supporté et qui ont réussi, ils se retrouvent en rémission. Mais il y a un autre traitement qui a débuté en 2014, c'est la thérapie génique. Cette thérapie génique aussi, il a été effectué sur des patients. Donc, ça donne un résultat vraiment prometteur parce que depuis 2014, ils ont reçu ce traitement. Il y en a qui sont en rémission complète. Parce qu'on ne peut pas parler de guérison. Il faut se donner un délai. Ils ont donné un minimum de 10 ans. S'il n'y a pas de récidive de la maladie et tout, on peut parler de guérison, mais ils sont en rémission complète. Bon, rapidement, docteur Diakité, comment prévenir cette maladie avant de faire un rappel sur le traditionnel résultat de la pandémie rapidement? On n'a plus le temps. Pratiquement, si moi je dois parler. Affiché le 620 58 90 73. Pratiquement, si moi j'ai l'occasion de parler de la drépanocytose, la partie qui m'importe le plus, c'est la prévention. Parce que le traitement, les manifestations cliniques, ça c'est des détails de l'hôpital. Mais la prévention, ça importe tout le monde. Et la prévention de la drépanocytose se situe à deux niveaux. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, ça c'est quoi? C'est de nous amener à éviter la naissance d'enfants drépanocytaires. Comment? Et ce qu'il faut dans ce contexte-là, nous chez nous, parce que ma communication elle est d'abord prioritaire à mes confrères, mes consoeurs d'ici. Nous, chez nous, ce qu'on peut faire, parce qu'on sait maintenant que la maladie est transmise des parents aux descendants, c'est d'avoir un bilan prénuptial. Le bilan prénuptial, ça nous permet de savoir est-ce que le couple qui va se mettre en place est compatible. Et effectivement, il y a des gens qui ont commencé. Si au début, il y en a qui venaient me voir à la dernière minute parce que le mariage est programmé pour dire « Ah docteur, on a besoin d'un certificat prénuptial ». Je dis « Bon, le certificat prénuptial, est-ce que ça va vous servir par rapport à ce que moi j'attends ?» Parce que le mariage, c'est pour la semaine, la date est déjà prévue. Si vous venez avec un résultat où il y a une incompatibilité par rapport au couple, est-ce que ça va? Non. On peut le faire pour savoir vraiment ce qu'il y a, s'il y a des conseils à vous accompagner pour vous le donner. Mais vous avez quand même... C'est les choses qui doivent se faire avant même de se décider d'aller en mariage. Il faut connaître son statut avant le mariage. Connaître son statut, connaître le statut du conjoint. Si on est vraiment compatible avec le conseil des médecins, on peut y lancer. Il y a des diagnostics maintenant anténatales qui peuvent être réalisés. Donc si on sait que l'enfant il va naître, parce qu'il y a la PCR qu'on n'a pas parlé dans les moyens diagnostiques, il y a la PCR, c'est une maladie génétique. La PCR permet d'étudier le génome pour savoir est-ce que l'enfant sera drépanocytaire.
Il y en a aussi qui peuvent se décider, après avoir détecté que l'enfant sera drépanocytaire, est-ce qu'il faut garder la grossesse, est-ce qu'il faut l'interrompre. Mais il y en a qui décident en fonction de ce que au lieu d'interrompre la grossesse, peut-être il faut divorcer. Bon, pas quand on sait, il faut même pas se marier quand on sait que quand on connaît son statut, on doit connaître le statut de son conjoint aussi. Absolument. Alors ça nous permet d'éviter. Absolument, ça dépend. Il y en a qui choisissent de conduire la grossesse et de prendre en charge le bébé. Il y en a qui peuvent dire, bon, si on va mettre au monde un enfant drépanocytaire, ça ne sert à rien. On peut arrêter, peut-être qu'on aura la chance d'avoir un autre enfant qui n'est pas drépanocytaire. Bon, ça dépend du choix du couple, mais le médecin ne fera que faire le diagnostic et puis le choix par rapport à l'enfant va dépendre du couple. C'est pour vous demander les difficultés auxquelles vous-même vous êtes confrontés, Dr Abba et Dr Diakité. Mais il faut quand même rappeler le traditionnel résultat de la pandémie dans le pays. Depuis hier, la Guinée a enregistré 4484 cas confirmés sur un taux de guérison 3213 cas guéris. Et la répartition spatiale dans des cas de COVID-19 par pourcentage dans les différentes localités affectées, Ratouma occupe la première place avec un taux de 34,05% et suivi de Matoto, la commune de Matoto avec un pourcentage de 24,00%. Dixien occupe la troisième place avec un taux de 13,90% et Matam avec un taux de 8,88%. Kaloum, la dernière place, est occupée donc par cette commune, 8,36%, tous engagés pour la stratégie hashtag Stop COVID-19 en 60 jours. Protégeons-nous pour protéger les autres. Alors rapidement, les difficultés auxquelles le service de CNTS est confronté, le service d'hématologie, rapidement. Si on a le temps pour prendre quelques appels, on va le faire, sinon... Oui, il faut d'entrée de jeu noter que les transfusions sont nécessaires pour sauver des vies. Et dans notre pays, on a déjà en temps ordinaire la difficulté de collecter du sang, de mobiliser des donneurs de sang. Donc si en plus de cette difficulté, des situations particulières telles que celles que nous avons connues avec Ebola et telles que nous connaissons aujourd'hui avec la COVID-19 viennent s'ajouter, ça ne fait qu'aggraver la situation en matière de disponibilité du sang et des produits sanguins dans nos structures de transfusion sanguine. Or, il se trouve que malheureusement, malgré le développement des technologies, malgré le développement des sciences, on n'est pas encore arrivé à fabriquer des produits sanguins qui puissent satisfaire les besoins des différents patients dans les structures de soins. Donc l'unique source aujourd'hui, c'est uniquement la personne en bonne santé qui accepte de donner son sang. Donc nous sommes à Conakry et à l'intérieur du pays, ainsi que dans l'ensemble des pays du monde d'ailleurs, confrontés aujourd'hui en tant que service de transfusion sanguine à des difficultés de collecte de sang, à des difficultés de disponibilité de produits sanguins pour les différentes interventions, pour les femmes qui ont des complications de grossesse, pour les enfants et pour toutes les interventions urgentes. Donc, il se pose donc la nécessité d'adopter des stratégies, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir continuer à soigner les patients qui prennent de façon chronique du sang et des produits sanguins, pour ne pas que la peur de la COVID-19 puisse les amener donc à être abandonnés par les structures de soins. Malheureusement, c'est la difficulté qui s'oppose aussi au ministère de la Santé ainsi qu'aux partenaires. Très bien. Allô, oui, bonsoir messieurs. Allô. C'est la RTG. Oui, c'est la RTG. Vous appelez en direct de Dites Plateau, docteur. Vous avez une question pour nos invités?
j'ai rien là. Oui, vous avez une question, vous avez appelé, le numéro est affiché, vous appelez pour poser une question. C'est pour souhaiter bonne guérison à Papa Kouya. À qui? Malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Vous souhaitez prompt rétablissement à qui? C'est parti. Avant vous, moi j'ai une question. Vous avez dit malgré la science, la technologie, on ne parvient pas quand même à fournir des éléments pour remplacer le sang. J'avais voulu poser la question, mais je crois que ça n'a plus sa raison d'être. Est-ce qu'il y a des médicaments, des aliments qui substituent le sang, qui peuvent remplacer non, ou aider? Le aider. sang est si complexe qu'on ne D'accord. peut pas fabriquer chaque élément pour vraiment faire le cocktail D'accord. que constitue le sang. D'accord. Donc l'unique source aujourd'hui, c'est bien les Le produits sanguins. Mais en dehors donc de ces produits sanguins, on peut avoir, puisque je viens de dire que c'est un cocktail, on peut avoir des besoins particuliers, puisqu'il y a certains éléments qui entrent donc dans la production des éléments figurés du sang, qui proviennent de l'alimentation. Si ce sont ces éléments qui font défaut dans l'alimentation, on peut les apporter donc à travers une alimentation enrichie pour corriger le problème. Mais lorsque le besoin en sang se pose déjà, Ça se remplace par le sang. il faut remplacer le sang et puis après on cherche à corriger donc L'anomalie. ce qui est l'anomalie. Voilà. D'accord. Rapidement, docteur Diakité, les problèmes auxquels vous êtes confrontés en cette période de crise ou même avant la crise, le problème en général auquel vous êtes confrontés. Bon, je dirais qu'avec l'épidémie, les difficultés qui sont là n'est pas seulement que le service d'hématologie, c'est un contexte global. D'accord. Parce que la Covid, elle est venue, elle a a trouvé perturbé des tout. pathologies et ces pathologies continuent aussi à faire leur chemin. Donc peut-être ce qui peut être un peu difficile dans la prise en charge actuelle, c'est que nous, on a mis les patients qui ont besoin d'un suivi à long cours dans un processus de contrôle régulier. Mais ce contrôle ne peut pas être respecté. Mais il fallait s'adapter à une autre pratique, c'était la gestion des symptômes. Mon téléphone même était devenu une plateforme de consultation, parce qu'il y en a qui ont la phobie de venir à l'hôpital, mais avec la communication de l'ANSS qui se met en place, ça permet aux gens de comprendre mieux et de diminuer cette phobie-là, et ça nous permet maintenant d'avoir petit à petit de reprendre les choses un normalement. changement dans l'aperçu que les gens avaient de la maladie et de l'hôpital. C'est vrai. Tout au début, il y avait la psychose, les gens ne comprenaient pas. Exactement. Mais on commence à cerner les tenants, les aboutissants, et puis on commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut. Il faut juste respecter les gestes barrières, et puis la publicité, les spots passent en bloc sur les différentes chaînes de télé, et notamment la RTG. Donc on commence à comprendre, on s'adapte. Malheureusement, on a dit tout à l'heure que Ratoma occupe la première place. Je vous le dis, docteur, je suis passée la dernière fois, pas plus tard qu'avant-hier au marché, et la majorité des femmes au marché ne portaient pas de masque. Je leur demandais, mettez les masques. Ah madame, on a dit que la maladie finit le 15, c'est-à-dire demain lundi. Alors vous vous imaginez un peu, les femmes ne portent pas de masque. Alors c'est une invite pour ces femmes-là, les femmes du marché, c'est mon quartier, et qu'elles mettent les masques, respectent les gestes barrières, se laver les mains pour éviter, pour que la maladie parte. Il faut respecter ces gestes barrières. J'appellerai le chargé de com de l'ANSS, il n'a qu'à faire un tour dans les différents marchés pour voir. Les femmes ne mettent pas, ne mettent pas les masques. Les masques, tout simplement, se laver les mains, ça se fait, mais elles ne portent pas de masque. Et le masque est fondamental aujourd'hui pour contrecarrer la maladie. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à Dr Yves Nyakwe Haba. Merci, directeur madame. général du Centre national de transfusion sanguine, et docteur Mamadi Diakité, chef de service d'hématologie à l'hôpital Yazine, qui étaient donc nos invités. Ces deux services collaborent étroitement. Merci de partager ce plateau du 14 juin 2017. Merci à l'équipe technique qui concocte et qui réalise cette émission. Bon anniversaire à tous ceux ou celles qui célèbrent leur anniversaire demain 15 juin 2020. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres pathologies en lien avec coronavirus. Le problème, c'est partout, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci. Merci. Merci.
face à la